Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Il y a un an, qu'est-ce qui se passait il y a un an? J'étais à DDD Europe en train de présenter un talk avec Dora. Et c'était un de mes premiers talks et donc j'étais pas super rassuré. Ah, ok. Pas l'autre, on attendra. Ok. Je vais changer les dates. Et donc, j'étais pas super rassuré. J'étais le jour de l'événement, donc j'étais à l'hôtel en train de prendre le petit déjeuner. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui est passé, qui m'a vu. Donc, il est venu se joindre à moi parce que déjà, la veille, on avait pris le petit déjeuner ensemble, on avait passé un bon moment. Puis, il a vu que ça avait pas l'air trop d'aller, donc il me demande. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de ton talk? Je fais ouais, bah voilà, pas trop rassuré. Et là, en fait, il commence à me donner des conseils. Il me dit, oui, alors tu sais, moi, il y a 30 ans aussi, j'ai donné des talks, et puis j'étais pas trop rassuré non plus. Et puis dans le public, il y avait Martin Fowler, il y avait aussi Grady Butch, bah voilà. Et puis il m'a dit qu'il a trouvé une technique pour s'enlever le stress, et puis il me l'a partagé. Alors manque de bol, j'étais tellement dans l'émotion que son conseil, je l'ai appliqué le jour même, mais je m'en rappelle plus. Voilà. Donc, et puis, cette personne, je ne sais pas si vous la reconnaissez. On l'a rencontré aussi donc, avec Dora, avec qui je donnais le talk. Donc lui, il m'a donné les conseils. Il s'est bien fait chambrer par Dora sur ses bretelles. Mais voilà, comme ça a créé une bonne ambiance. Donc, est-ce que vous le reconnaissez? Bien sûr, il s'agit de l'illustre Ken Beck qui a apporté énormément à notre communauté. On lui doit plein de choses. Je ne sais pas ce que serait le craft sans lui. On lui doit plein de choses comme le TDD, l'extreme programming, JUnit et bien d'autres. Et puis c'est quelqu'un aussi de très sympa, qui a un bon sens de l'humour et finalement de très accessible. Et donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de son dernier ouvrage, donc, qui est sorti fin novembre l'année dernière, et donc vous donner un retour sur ce que j'en ai pensé et sur ce qu'il faut en retenir. Donc voilà, je me présente, Arnaud Thieffen, donc j'ai un nombre d'années d'expérience à 2 chiffres maintenant. Je suis crafter chez Arola depuis 6 ans. Et puis, je suis co-auteur avec notamment Dora et Cyril que vous avez pu croiser aujourd'hui du livre Software Craft. Alors, je voudrais aussi adresser un grand merci à nos sponsors sans qui contribuent énormément à l'organisation de cet événement. Donc, grand merci à eux. Et donc, revenons au sujet qui nous préoccupe. Donc, c'est quoi le tidying? Donc, le tidying, dans la vie courante, il y a un peu cette idée que c'est quelque chose, c'est associé à du rangement, au fait de faire le ménage. Et donc, c'est quelque chose qui va s'appliquer au code. Et là, on pourrait se dire, en fait, ce dont tu es en train de nous parler, c'est du clean code. Et le clean code, oui, on peut trouver ça bien, mais ça peut poser des problèmes. Alors, notamment depuis la sortie du livre Software Craft, on parle sur tout un chapitre de clean code. Et moi, je sais que j'ai des lecteurs qui sont venus me voir en conférence ou à d'autres événements et qui m'ont dit « Ouais, mais alors le clean code, c'est un peu problématique parce que l'auteur, c'est Oncle Bob et… des fois, il n'est pas forcément très cool sur certaines positions et le fait de parler de ses travaux, quelque part, ça fait de la pub pour lui, ça lui fait gagner de l'argent. En gros, je me suis retrouvé face à des personnes qui voulaient cancel Oncle Bob. Et je me suis dit, mais quand même, ce qu'il a fait, c'est bien, ça a été majeur dans notre communauté. Et puis finalement, le clean code, est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique à Oncle Bob? Est-ce que c'est lui qui a inventé ça? Et donc j'ai fait quelques recherches sur le sujet. Mais avant ça, à votre avis, on va faire un petit vote à main levée. Quand est-ce que sont apparues les préoccupations sur le clean code? À votre avis, est-ce que ça remonte aux années 2000? Aux années 90? Aux années 80?
Ouais, plus de monde déjà. Et donc j'imagine que si on dit aux années 70, ouais, ça fait beaucoup plus de monde. Je trouve qu'elle n'est pas si simple pour une question du palier à 1500 euros. Mais bon, il y a quand même beaucoup de monde qui répondent, donc ça passe. Et donc, réellement, c'est à partir de 1968 qu'il a commencé à se passer des choses. En 68, les programmes, ça pouvait ressembler un peu à ça. Et encore, là, on est sur quelque chose d'après les années 70. Mais globalement, on avait des... Alors déjà, il fallait numéroter les lignes de code. C'était horrible parce que si on numérotait mal et qu'on voulait insérer des lignes, il fallait tout refaire, tout renuméroter à la main. Et puis surtout, il n'y avait pas forcément de procédure ni de fonction. Et donc, pour faire les flows de contrôle, qu'est-ce qu'on faisait? On utilisait une instruction qui s'appelait goto. Et goto, on mettait le numéro de ligne sur lequel on voulait renvoyer. Si on avait de la chance, on n'utilisait pas des numéros de ligne, mais des labels. Mais bon, l'idée restait la même. Et donc, très rapidement, on a abouti à un code incompréhensible, une sorte de programmation de code spaghetti. Enfin, c'était l'expression de l'époque. Et donc, en 68, on a quelqu'un d'illustre également, dont le nom est Edgar Dijkstra. Alors, vous en avez sûrement beaucoup entendu parler pendant vos études, notamment avec ses algorithmes sur les graphes et surtout l'algorithme du plus court chemin. Mais il a aussi écrit des choses pour le design logiciel, ou en tout cas des prémices de ça. Et donc, il a sorti en 68 un papier qui s'appelle Goto Statement Considered Harmful. Et donc, de quoi ça parle? Sur 2 pages, ça dit qu'il ne faut pas utiliser le goto parce que c'est horrible. Et ça apporte déjà les premières préoccupations sur la programmation structurée, sur aussi la testabilité, et aussi c'est là que le terme de separation of concern s'est introduit. Alors même si c'est pas exactement la même chose que celui qu'on connaît, parce que lui, il était plus à un niveau structuration de la pensée plutôt qu'au niveau du code. Et donc cette formulation considered harmful, c'est quelque chose qui va vraiment être réutilisé beaucoup dans le secteur de la recherche, avec un certain nombre de papiers qui vont sortir là-dessus. On aura par exemple polymorphisme considered harmful, ce genre de choses. Et donc, 3 années plus tard, en 71, alors que les développeurs se débattent de plus en plus dans ce que Fred Brooks appellera quelques années plus tard la fosse à goudron, on a David Parnasse. Donc lui, par contre, la photo n'est pas d'époque, j'ai pas trouvé plus ancien. Et donc, il sort un papier sur information, distribution, aspect of design méthodologie. Et là, il va se mettre surtout à parler de modularité, d'encapsulation et aussi de contrôle de visibilité des membres. Et là, en fait, c'est des choses, c'est vraiment les prémices de ce que sera plus tard la programmation objet. Et puis en 74, on a 2 illustres également, il y a beaucoup de personnes illustres dans ce talk. Donc on a Larry Constantine et Ed Jordan. Alors Ed Jordan, lui c'est vraiment un des pionniers de la modélisation objet. Ils sortent un des premiers ouvrages, peut-être même le premier ouvrage sur le design logiciel qui s'appelle Structured Design et qui va contenir beaucoup de choses. Et ça va notamment amener les concepts qu'on réutilise au quotidien de couplage et de cohésion. Alors, comment expliquer ça simplement? Le couplage, en fait, ça va désigner le degré suivant lequel la modification d'un élément va entraîner aussi la modification d'autres éléments, et parfois en cascade. Et le couplage, lui, ça va plutôt désigner le degré selon lequel des sous-éléments qui sont supposés fonctionner ensemble vont se retrouver bien rangés, bien regroupés au même endroit. Et donc, idéalement, on cherche à avoir une forte cohésion et un faible couplage, comme dans la figure du haut. Et donc, ça va nous donner finalement une meilleure maîtrise de la complexité. Et donc, là, on est en 74, et bien sûr, dans les décennies qui vont suivre, ça va continuer dans ce sujet. On va avoir un certain nombre d'ouvrages, le livre de Fred Brooks, qui, lui, va plutôt parler méthodologie. Celui des design patterns, c'est probablement un des ouvrages les plus connus dans notre domaine. C'est pas forcément le plus agréable à lire, il est un peu aride et austère.
On a ensuite le refactoring de Fowler, hein, que j'imagine nous avons quasiment tous lu. Puis le Pragmatic Programmer, alors celui-là, une vraie mine d'or parce qu'il contient vraiment les prémices du mouvement Craft. Puis le Goose qui se préoccupe surtout de testabilité. Enfin le Clean Code et puis depuis l'année dernière, Tidyfirst. Donc tout ça pour dire quoi, c'est qu'en fait on peut parler de clean code sans avoir le complexe ou sans avoir le spectre d'Oncle Bob derrière. Qu'est-ce que Oncle Bob a apporté à l'époque? Alors je pense qu'il a aidé à populariser le concept et surtout à apporter un autre nom à ce qu'on appelait autrefois le génie logiciel. Et Oncle Bob, il a aussi des anecdotes sur Ken Beck. Il a toujours été impressionné par lui. Il y trouvait, alors certes, sa façon de coder très frénétique, mais ça marchait toujours. Il retombait toujours sur ses pattes, notamment grâce aux baby steps et aussi grâce à son approche de test first. Et donc, revenons au sujet qui nous préoccupe, donc celui des tidying. Qu'est-ce que le tidying va apporter là-dessus ? Alors le tidying, il y a vraiment cette notion de baby steps qui est centrale dessus, c'est des opérations atomiques sur la base de code. Il y a cette idée que ce sont des micro-refactoring. Donc si on prend le bouquin de Martin Fowler, on a beaucoup de patterns en fait, mais la plupart nécessitent plusieurs étapes. Ce qui est beau avec les tidying, c'est que ça se fait en une seule étape à chaque fois, donc c'est facilement réversible. Il y a le côté aussi que ça reste dans la continuité de la règle du Boy Scout. Donc la règle du Boy Scout, pour rappel, c'est quand on arrive sur du code existant, on essaye de le laisser dans un état au moins meilleur, même si c'est un petit peu qu'avant. Et donc ça, c'est une préoccupation constante, le Boy Scout. Il y a cette notion que le tidying, c'est vraiment pas cher. Donc ça coûte rien, faut vraiment pas s'en priver. Ce côté aussi que c'est facile à apprendre, facile à maîtriser et facile à appliquer. Donc c'est à la portée de développeurs de tout niveau. Et donc moi, comment je vois ça, c'est vraiment comme un ensemble de gestes barrières sur la base de code qui contribuent à sa bonne hygiène. Et alors pourquoi on aurait besoin de faire du tidying ? Parce que vous avez tous été confrontés à ça, le code écrit par les autres, et là on a une sorte de syndrome d'Agile de la Tourette, et on se met à pester, à insulter et tout ça. Et même des fois, en fait, on va se retrouver dans une situation où on était vaillant à faire du refacto, et puis finalement on abandonne, on n'a plus envie de se battre contre le code, et des fois même c'est le code qui gagne, et ça c'est terrible. Et surtout ça part du constat que, bon ça c'est vraiment quelque chose, c'est un lieu commun, mais c'est ce qui reste réel, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps à lire du code et à comprendre le code des autres qu'à écrire du code. Donc si on passe peu de temps à écrire du code, peut-être que si on met un tout petit peu d'effort en plus, ça économisera beaucoup l'effort de celles et ceux qui passeront après. Donc quel est le contenu du livre de Ken Beck, Tidyfirst ? Donc c'est une petite centaine de pages, divisée en 3 parties, de taille à peu près égale. La première, elle est vraiment dédiée au tidyings, donc ça s'appelle tidyings, et ça contient 15 patterns de micro-refactoring. La deuxième partie, elle concerne ça s'appelle managing, et ça concerne comment je vais intégrer les tidyings dans mon flux de travail quotidien. Alors moi, c'est ce que je considère plutôt, avec la première partie, comme étant la phase tactique du tidying. Et puis, après, on a une troisième partie qui s'appelle théorie, qui va parler justement de théorie de design logiciel et aussi d'aspects économiques qui sont liés à ça. Moi, c'est ce que je vois comme la partie stratégique du tidying. Alors, je pourrais faire ça dans l'ordre, mais ça ne serait pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. J'ai choisi de rester high level et donc de commencer par les aspects économiques. Alors, le tidying stratégique, de quoi il s'agit réellement ? Alors déjà, la première question qu'on va se poser, c'est où réside la valeur du logiciel ?
Alors le logiciel, il y a deux choses. Il y a ce qu'il fait actuellement et il y a ce qu'il pourrait faire demain. Et donc ça va constituer en fait ce qu'on appelle le comportement du logiciel. Parce que en fait, il y a une chose qui arrive assez vite, c'est que dans le logiciel, il y a une dichotomie entre le comportement, donc le comportement c'est ce que ça fait, et la structure. La structure, c'est comment c'est fait. Et donc, on se rend bien compte que ce que le logiciel fait aujourd'hui, finalement, c'est surtout le comportement qui est important. La structure, ça n'a pas beaucoup d'impact. Je veux dire par là que finalement, si c'est mal fait, de toute façon, c'est en prod, ça tourne, ça rapporte de l'argent, c'est pas trop grave. Par contre, la structure va avoir beaucoup d'impact sur ce que peut faire le logiciel demain, parce que si c'est mal fait, on aura beaucoup de mal à le faire évoluer, et donc on sera très limité dans l'évolution de comportement. Et donc, par contre, la question, c'est donc la structure, finalement, c'est ce qui détermine notre marge de manœuvre dans l'évolution future du logiciel. Mais il y a toute une difficulté à doser l'effort à mettre dans la structure, finalement. Et puis, il y a aussi la question de la réversibilité. Donc, Ken Buck, lui, donne l'exemple de la mauvaise coupe de cheveux contre le mauvais tatouage. La coupe de cheveux est plus réversible que le tatouage. Alors ce tatouage, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'imagine que c'était une sorte de concours où le tatoueur faisait un tatouage surprise. Donc là, il a peut-être voulu montrer à son colocataire de façon pérenne qu'il ne respectait pas trop la règle du Boy Scout au niveau de l'utilisation des sanitaires. Donc la réversibilité, c'est finalement le changement de comportement est assez peu réversible. Souvent, on a rencontré la situation, on va modifier une règle de gestion ou du comportement métier, et puis ça ne va pas être si simple parce qu'il y a tout un historique qui est là, et on va devoir appliquer des reprises de données, ça va être pénible, ça va prendre beaucoup de temps. À l'inverse, on considère que les changements de structure sont beaucoup plus réversibles, et notamment au niveau des tidings. Si je fais un extract méthode, je peux facilement le re-inliner derrière. Donc je pense que vous commencez à comprendre, finalement les tidings, ça va surtout concerner la structure et c'est vraiment ça qui va nous intéresser, c'est l'effort qu'on met sur la structure et comment on le dose. Alors pourquoi on ne fait pas justement beaucoup d'efforts sur la structure? Parce que si ça règle tous les problèmes, on n'a qu'à faire ça. C'est à cause de la valeur temporelle de l'argent. Sur le fait que 1 euro aujourd'hui, ça vaut plus que 1 euro demain. Vous allez me dire, ouais, alors en cette période d'inflation, c'est normal. Oui, sauf que ça, c'est vrai à inflation zéro. Parce que l'euro que j'ai aujourd'hui, je peux le dépenser, je peux en faire ce que je veux, je peux l'investir. Si je l'investis, il peut me rapporter de l'argent. L'euro que je vais avoir demain, j'aurais pas pu profiter des opportunités d'aujourd'hui. Et puis surtout, ça se trouve, on va m'arnaquer et pas me le donner. Et au final, j'aurai rien. Donc il vaut mieux avoir 7 euros tout de suite. Et donc, le problème de ça, c'est que on a, en fait, cet euro qu'on investit demain, l'euro qu'on investit aujourd'hui, c'est sur du comportement. On le met en prod, ça fait tourner le business, ça rapporte de l'argent. L'euro qu'on investit demain, ça veut dire que c'est de l'euro qu'on va investir sur de la structure aujourd'hui, parce que l'investissement sur la structure aujourd'hui ne nous rapporte pas d'argent tout de suite. Et donc si je suis dans le cadre d'une start-up, ça m'embête un peu, parce que, ok, je peux investir sur la structure pour avoir plus de facilité à faire évoluer le comportement demain, mais peut-être que demain j'aurai coulé, parce que je n'aurais pas assez investi sur le comportement aujourd'hui. Donc il y a toute cette idée, un peu cette procrastination à pas investir sur la structure avec une forme de fuite en avant, même si on sait qu'au fil du temps, finalement ça va nous faire perdre en moyens et en évolution de notre logiciel. Et donc, pour s'en sortir, il y a la notion d'option. Et quand je dis option, ça se rapproche des options en finance.
Alors là, du coup, on attaque un sujet un peu sensible pour les personnes qui n'ont jamais fait de finance de marché. Le concept est pas très simple, mais je vais vous expliquer avec un exemple du quotidien. Vous allez voir, finalement, c'est assez simple. Alors, prenons l'exemple d'un pique-nique. Donc, voilà. Demain, j'ai envie d'organiser un pique-nique. Et donc, ce pique-nique, j'ai besoin d'acheter de la nourriture. Et puis, la nourriture, je vais l'acheter aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on est à Grenoble. Et donc, on sait comment le temps est, comment est le climat. Et donc, demain, ça se trouve, il va pleuvoir des cordes. Et la bouffe que j'ai achetée aujourd'hui, elle va me rester sur les bras. Donc, je pourrais aussi l'acheter demain. Mais s'il fait beau demain, tout le monde aura la même idée que moi. Et tout le monde se sera rué chez le traiteur. Et quand moi, je vais arriver, il n'y aura plus rien. Moi, ce que j'aimerais bien, finalement, c'est aller voir le traiteur et lui dire bon, tu peux pas me mettre de côté toute la bouffe dont j'ai besoin, et puis je te l'achète demain, et puis s'il pleut, en fait, je te l'achète pas. Mais bon, le traiteur, il va me dire ouais, ok, moi j'en fais quoi? Après, ça va me rester sur les bras. Lui, ouais, c'est pas trop grave. Alors en fait, on voudrait avoir la possibilité de faire les choses, mais sans le risque si jamais ça se présente pas bien. Donc le traiteur, lui, il n'est pas totalement opposé à nous rendre ce service. Par contre, il va falloir payer pour ça, hein, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une option sur la bouffe. Et donc, la bouffe, c'est le sous-jacent de l'option, ce qu'on appelle le sous-jacent. Et l'argent qu'on va payer contre le service, finalement, c'est la prime d'option. Et donc, c'est quoi le rapport avec la choucroute, c'est-à-dire le design logiciel? Eh ben, le design logiciel, finalement, c'est la préparation au changement, mais c'est le changement qu'on pourrait faire demain. Donc finalement, on peut considérer que ce changement, c'est le sous-jacent de l'option. Et puis la prime d'option, finalement, c'est l'investissement qu'on fait sur la structure aujourd'hui. Donc cet investissement sur la structure, il n'est pas forcément majeur. On peut mettre un tout petit peu d'argent. Alors certes, c'est de l'argent qu'on perd aujourd'hui, mais en quantité limitée et qui nous rapportera des possibilités plus tard. Donc ça peut être quand même très intéressant. C'est un peu comme une assurance sur la suite. Alors quel est le coût du logiciel finalement? Alors le coût du logiciel finalement il est équivalent au coût du changement. Le problème, c'est que le coût du changement, ça accroît très fortement avec le nombre de changements qui sont impactés par le changement initial, et des fois, ça va en cascade. Et ça, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de couplage, ça correspond à peu près à la définition du couplage. Donc, finalement, on peut se dire que le coût du logiciel, il est équivalent au couplage. Et ça, c'est ce que Ken Beck appelle l'équivalence de Constantine. Donc, Constantine, le fameux Larry Constantine de tout à l'heure, qui est un des co-auteurs du premier ouvrage sur le design logiciel. Donc, si le coût du logiciel, c'est le couplage, finalement, c'est facile, il n'y a qu'à découpler. Tout, partout. Ouais, alors, c'est pas si simple. Parce que le couplage, finalement, en fait, on ne le voit pas venir à l'avance. C'est vraiment quand on a un gros problème, quand on se retrouve coincé sur des gros refactoring qu'on le voit, et ça fait très mal. C'est un peu comme quand on marche la nuit sur une pièce de Lego. En fait, on ne s'y attendait pas, la pièce de Lego, et puis c'est trop tard, on a foutu le pied dessus et on hurle. La bonne nouvelle pour les Lego, c'est qu'il existe des chaussons à Lego qui permettent de ne pas se faire mal. Par contre, si vous entendez parler de chaussons à couplage, faites-moi signe. Ça pourrait vous être très utile, mais bon, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Ok. Alors là, vous seriez en droit de me dire ouais, mais Arnaud, en fait, tu ne serais pas depuis plusieurs minutes en train de tourner autour du pot pour parler de dette technique. Alors oui, c'est un peu le cas. Mais bon, j'ai pas voulu l'exprimer comme ça. Pourquoi? Parce que la dette technique, c'est quelque chose... la dette, en général, ça vend pas du rêve. Hein. Donc là, on a aussi quelqu'un d'illustre. Hein, c'est un illustre champion de la dette. Pourquoi la dette, ça vend pas du rêve?
Tout simplement parce que déjà c'est quelque chose, ça ne nous concerne pas forcément directement, hein. Sur la dette des États, c'est nos enfants, nos petits-enfants qui paieront. Bon, nous aussi on paye aussi. Dans une base de code, c'est plusieurs générations de turnover qui vont payer la dette. Et plus il y a de dette, plus il y aura de turnover. Il y a aussi le côté abyssal, c'est décourageant. Plus on fait de cure d'austérité, et plus, et en fait, au final, on se rend compte, ouais, on a quasiment la même dette. Donc on a fait énormément d'efforts et c'est pareil. Je ne sais pas si des fois vous avez fait des campagnes, allez, on prend une semaine, on tacle le plus possible d'alertes sonar, on va en tacler quelques dizaines. Ah bah super, bravo, bravo les amis, il reste encore plusieurs milliers d'alertes sonar. Donc ouais, ça fait mal. Donc, et puis la dette, ça évite vraiment, c'est rattaché vraiment à la notion de contrainte. Et donc, par rapport à ça, c'est plus intéressant de parler d'optionnalité, parce que l'optionnalité, ça évoque la liberté. Donc par rapport à ce que j'ai dit avant sur les options, c'est quelque chose, c'est une action, c'est facile, c'est rapide, ça a des effets tout de suite. Et puis quand on parle d'options, de couplage, de cohésion, c'est quelque chose de plus actionnable, qui parle plus de liberté, qui parle plus avec des non-tech, parce qu'en fait, eux, je me rends compte, hein, ils en ont marre de plus en plus d'entendre parler de dette technique, ils sont lassés de ça. Donc l'option, c'est vraiment voir ça sous un angle plus vertueux et plus positif que la dette technique. Même si au final, on parle des mêmes problèmes, mais ça dégage une énergie plus positive. Alors après, il y a aussi l'effort, parce que c'est bien d'investir sur des options, mais encore faut-il bien choisir le sous-jacent pour ne pas se disperser. Alors, pour ma part, je considère qu'un bon sous-jacent, c'est la compréhension métier. En fait, c'est tout ce qui va être lié au métier. Parce que finalement, dans une base de code, la connaissance métier, c'est le patrimoine. Et donc, là-dessus, tout ce qu'on trouve dans le domaine Driven Design, aussi bien au niveau des bonnes pratiques que des patterns, ça peut nous aider à apporter vraiment de l'option. Et donc voilà, donc ça c'était vraiment pour tous les aspects stratégiques du tidying. Mais maintenant il y a le côté, ok, c'est bien beau tout ça, tu nous as parlé de tidying et tout, mais comment on fait et comment on dose l'effort du tidying au quotidien? Alors tout d'abord, il y a tout un ensemble de patterns. Donc sur les patterns, il y en a 15 dans le bouquin. Après, c'est pas limité à ces 15 patterns. Il y a aussi tout un tas de patterns qu'on trouve dans le refactoring de Fowler. Il y a des patterns qui sont proposés dans l'IDE. Il y a par exemple ce qu'on va trouver dans les calisthenics. Et il y a aussi des patterns que vous allez trouver vous-même et que vous utiliserez au quotidien et que vous partagerez à d'autres. Donc c'est vraiment pas limité. Alors il nous reste 17 minutes, 15 patterns. Vous croyez qu'en 17 minutes, j'ai le temps de vous détailler les 15 patterns un à un ou Ouais, ça va être un peu chiant. Ouais. Ok. Donc, du coup, je ne vais pas vous les détailler. Je me suis amusé à faire une petite classification des patterns. Donc, on en a un certain nombre qui sont liés à la présentation, pour améliorer la présentation et la lisibilité du code. On a aussi tout ce qui va apporter plus de connaissances et de documentation. On a des patterns qui vont améliorer le design nettement, et puis d'autres qui vont renforcer la cohésion. Alors globalement, la classification est peut-être un peu maladroite, je pense qu'elle pourrait être améliorée, mais globalement, vous voyez, tout ce qu'il y a à gauche, c'est ce qui améliore la lisibilité, la compréhension du code. Tout ce qu'il y a à droite, c'est ce qui va améliorer la structure et le design. Et donc, plutôt que de vous les décrire un par un, je vais vous en montrer quelques-uns sans plus attendre avec une petite démo. Si je ne me prends pas les pieds dans mon sac à dos. Hop. Alors j'ai pris un kata que vous devez être nombreux à connaître, c'est le trip service. Donc je vous épargne toute la partie testing, c'est déjà fait.
ça fonctionne. Allez, on lance les tests sous contrôle d'huissier pour voilà, tout se passe bien. Donc je vais faire en moins d'une vingtaine d'étapes de tidying, je vais refactorer le code. Je ne vais pas forcément relancer les tests à chaque fois pour la fluidité du talk, mais bien sûr, à chaque étape de tidying, il faudrait relancer les tests. Donc là, on va appliquer un premier tidying en général qui fonctionne bien. Quand on arrive sur ce genre de méthode, quand il y a du if, du else, c'est un qui s'appelle guard close et ça consiste en fait à faire un return early. Donc justement là on a une levée d'exception, donc c'est quelque chose au niveau du code, on peut tacler ça assez rapidement. Donc ce que je fais, j'utilise l'IDE pour faire ça, je vais lui demander de m'inverser la condition if. Et puis là ça m'ouvre une option, parce que finalement j'ai fait ça. Et donc, il y a un deuxième tidying que je peux faire, c'est supprimer le else. Alors celui-là, il n'est pas dans le livre Tidy First, mais ça vient des calisthenics. Donc supprimons le else. Voilà. Bon, je relance mes tests pour la forme. Donc, et puis là, une fois qu'on a fait ça, on a fait sauter un niveau d'indentation. Donc on peut essayer de voir d'autres améliorations. Donc moi, ce que je propose, il y a un pattern qui est vraiment sous-estimé, ça s'appelle le chunk statement. Alors le chunk statement, ça consiste juste à rajouter une ligne vide. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait gagner en compréhension. Et donc on va essayer d'identifier des blocs de code. Donc là, il y a un premier bloc où on a de la déclaration de variables. Donc hop, je rajoute une ligne vide. Ici, on a un bloc qui est lié à l'injection d'exception si le user n'est pas logué. Hop, on en rajoute une. Là, on a la détermination de est-ce que c'est un ami. Et puis après, le calcul des voyages. Donc, on rajoute ça. Et donc, on a un code un peu plus aéré. Et ça va nous permettre de voir d'autres choses qu'on peut améliorer par la suite. Donc, à nouveau, une option. Okay. Merci. Et donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vois un petit truc suggéré par l'IDE. On y va, il y a un petit problème d'inférence de type. Hop, on remplace par quelque chose de plus générique. C'est tout petit, ça améliore encore un peu plus. Qu'est-ce qui reste d'autre? Alors, il y a un pattern qui est intéressant aussi, et celui-là, vraiment, je vous conseille de l'appliquer au quotidien. C'est le fait de rapprocher la déclaration des variables et de leur utilisation. Ça ouvre pas mal de possibilités de refacto. Par exemple, le isFriend qui est ici, on n'en a pas besoin tout de suite, on n'en a besoin que là. Même chose pour le trip list, on n'en a besoin qu'à cet endroit-là. Et pareil pour le log user, donc là, je vais défaire le chunk statement que j'avais fait tout à l'heure. Et voilà, maintenant on a vraiment 3 blocs qui fonctionnellement sont cohérents. Je relance mes tests. Alors ici, on a même potentiellement un tout cohérent. Donc je vais en profiter pour appliquer un autre pattern qui s'appelle dans Tidy First, ça s'appelle extract helper, mais en fait c'est le extract méthode que vous connaissez tous. Donc voilà, je l'appelle isFriendWith. Et puis là, d'un point de vue de la cohésion, ça prend du user en entrée, enfin 2 paramètres user. Le reste, c'est des types primitifs. Ok, je peux le déplacer dans la classe user. Voilà. C'est créé. Bon, je relance mes tests parce que c'est un refacto un peu violent. Et puis, je pourrais m'arrêter là, mais là, il y a 2 choses. Ce que je pourrais faire, c'est dire, ici, le code n'est pas terrible quand même, il y a sûrement moyen de faire plus simple. Mais ça, je me le garde pour plus tard, parce qu'on va rentrer sur un mini tunnel de refacto, donc j'ai d'autres choses plus immédiates à faire. Et en plus immédiat, j'ai à nouveau ce que me propose l'IDE. Alors au départ, je n'avais pas forcément prévu de toucher à la classe user. Mais comme je l'ai modifié en faisant un move, règle du Boy Scout oblige, j'applique des petites choses rapides. Et puis là, il me dit que ça pourrait être final. Donc voilà. Donc en fait, ce move m'a déclenché 4 opportunités de tidying aussi.
Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ok, il y a cette variable triplist, elle m'embête, elle est là, elle est là, elle est là. J'aimerais bien m'en débarrasser. Donc ce que je veux faire ici, potentiellement, c'est un autre return early. En fait, si je l'affecte ici pour la retourner là, je peux directement faire le return. Voilà, et puis ça n'a toujours pas changé le comportement. Et puis maintenant, triplist, je peux l'inliner. Donc ça, c'est dans le bouquin, ça s'appelle OnePile, mais en fait c'est de l'inline. Donc je fais ça, et comme ça, j'ai plus la variable. Mais par contre, j'ai un ArrayList qui veut rien dire. Et donc là, j'investis un peu sur la compréhension métier. Je fais un extract méthode qui finalement va représenter ma compréhension métier de ça. Et donc, je vais l'appeler notrips. Voilà, alors est-ce qu'on a fini? Non, il y a d'autres patterns qui peuvent s'appliquer. Ici, on peut faire un inline. Comme ça, on se sépare à nouveau d'une variable. Parce que finalement, user.isFriendWith, c'est suffisamment explicite. Donc, on inline. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, il y a un pattern intéressant qui s'appelle le reading order. C'est en gros, on s'attend à trouver les méthodes dans l'ordre où elles sont utilisées. Donc, on va déplacer l'ordre des méthodes. Ici. Et là. Et donc là, on a vraiment l'ordre de déclaration qui est aligné. Il reste un dernier petit truc, c'est ici, on peut améliorer le type de retour. Voilà. Donc on n'a toujours rien cassé. Et donc voilà, on a un code qui est beaucoup plus lisible et qui représente davantage l'intention métier. Alors je ne sais pas s'il y en a qui se sont amusés à compter le nombre d'étapes de tidying, mais il y en avait exactement 20 et vraiment ça a été géré en quelques minutes, explication incluse. Parce que si on fait ça en paire ou tout seul, on ira beaucoup plus vite, évidemment. Alors, je me suis amusé aussi, ça c'est pas dans le bouquin, à faire un graphe finalement de tous les patterns et de toutes les options que chaque pattern déclenche. Alors, j'ai passé du temps, mais visiblement pas suffisamment parce que il reste un croisement. Alors, probablement que Dijkstra aurait eu une solution pour ça, mais bon, je suis loin d'être aussi expert que ce qu'il était dessus, donc j'ai laissé comme ça. Alors, une fois qu'on a les patterns et toutes les options et qu'on sait les appliquer, la question qui reste, c'est quand est-ce qu'on les applique? Alors déjà, dans le flux de travail au quotidien, rappelez-vous la distinction entre changement de structure, changement de comportement. Donc ce que Kent Beck suggère, finalement, c'est de séparer les commits, voire même les PR, entre changement de comportement et changement de structure. Alors moi je suis pas très fan parce que je travaille beaucoup en ensemble programming et donc on n'a pas besoin de s'infliger des PR ou des choses comme ça. Et puis aussi je fais du TDD et donc naturellement quand on a une pratique stricte du TDD, tous les changements de structure ils vont se trouver dans la phase refactor. Alors ce qui est intéressant au niveau du bouquin c'est que Kent il parle jamais de ça. Et en fait, c'est presque comme s'il nous disait, faites du TDD, mais sans nous dire de faire du TDD. Alors, moi, je trouve que c'est malin et c'est cohérent dans sa démarche. Et c'est aussi une autre façon d'illustrer à nouveau que le TDD, c'est davantage une approche de design qu'une approche de testing. La question qui va rester, c'est quand est-ce qu'on fait du tidying? Est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on le fait juste après? Est-ce qu'on le fait plus tard? Ou est-ce qu'on le fait jamais? Alors, qui vote pour tout de suite? Qui vote pour after? Bon, en fait, c'est une blague. Toutes les réponses sont valables et globalement, ça va dépendre de la situation. Donc quand on le fait tout de suite, c'est vraiment quand ça nous coûte pas cher et quand ça améliore tout de suite la lisibilité du code. C'est vraiment quand c'est tellement gratuit qu'on le fait tout de suite. Alors tout de suite, ça veut dire dans les secondes qui viennent.
Après, quand on le fait juste après, ça, on va dire c'est dans les minutes qui viennent, c'est quand en fait on a d'autres changements plus prioritaires à faire, on les applique. Et puis on se dit que ça sera moins cher de le faire après d'autres changements. Et c'est aussi quand finalement le coût du tidying il est inférieur, ou en tout cas il dépasse pas celui du coût du changement de comportement. Alors après on va avoir le changement qui intervient, désolé, qui intervient plus tard. C'est quelque chose qui pourrait être fait après. Mais vraiment, on pourrait le faire, mais si on avait un temps infini pour faire ça. Bon, on a vu avec toute la partie stratégique que ce temps infini, on ne l'a jamais. On va se le garder pour plus tard. Pour plus tard, ça veut dire dans les heures qui viennent. On peut aussi ajouter ça à une liste. Donc c'est ce qu'il appelle la fun list. Et ça ressemble à la liste à la Kenbeck, où on met, par exemple, quand on fait du TDD, on met les 4 tests auxquels on pense, on met les refactos auxquels on pense. Régulièrement, on repriorise, on barre des trucs. Voilà, c'est quelque chose, déjà, on n'oublie pas de le faire, et puis c'est assez satisfaisant. Et puis, du coup, quand on est des devs satisfaits et contents, on travaille beaucoup mieux. Et puis, enfin, il y a la dernière, c'est Never. Ça, on les fera jamais parce que c'est sur une portion du code qui évolue pas ou quasiment pas. Et donc, si ça marche, pourquoi on prendrait le risque de tout casser? À part pour se faire plaisir, mais bon. Encore faudrait-il avoir un temps infini. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En fait, le tidying, c'est un nouveau baby step, mais quand même majeur vraiment dans l'histoire du clean code et du design logiciel. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette idée d'optionnalité pour parler de dette technique. C'est quelque chose qui est beaucoup plus actionnable quand même que la dette. Et ça s'articule vraiment sur cette dichotomie entre comportement et structure, sur cette séparation. Et bien sûr, c'est doser comment on met les efforts sur la structure. Alors, il y a la dimension stratégique, et la dimension stratégique, c'est plutôt quel effort on met, quelle quantité, et pourquoi on le fait. Et ça, ce que ça m'apporte au quotidien, c'est de faciliter les discussions avec les profils non-tech et d'être beaucoup plus convaincant. On a aussi la dimension tactique. Donc ça, c'est comment on fait, donc c'est les patterns, et c'est quand, vraiment au quotidien, quand on le fait. Ça m'aide beaucoup plus en coaching, parce que, quand j'accompagne les équipes sur le refactoring, ça me permet vraiment de voir la base de code autrement. Justement en termes à chaque fois d'options, et chaque action que je fais, qu'est-ce que ça m'apporte comme nouvelle possibilité. Tidy First, ça ne s'arrête pas là. C'est prévu pour être une trilogie. Donc ce premier épisode, ça se centrait sur le dev, mais vu lui-même, enfin en individuel. Le prochain bouquin, ça sera sur le dev dans son équipe. Comment gérer le tidying en équipe. Et le troisième, ça sera davantage sur comment le dev va intervenir dans une organisation. Donc on aura tout le côté comment il discute avec les profils non-tech. On aura session de questions plus tard. Je me suis gouré dans l'ordre des slides, désolé. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Une dernière chose, dans le parcours de Kenbeck, la notion de feedback, ça a vraiment été quelque chose d'essentiel. Pour ma part, là, sur la préparation de ce talk, j'ai vraiment bénéficié d'énormément de feedback, notamment de Rémi Sans-Laville et de Oussam Faki. Donc pour ça, je les remercie chaleureusement. Quant à vous, vous pouvez aussi me donner du feedback grâce au QR code qui est ici. Pour les questions, il reste pas longtemps, donc ça sera soit tout de suite, dans les quelques secondes qui restent, soit juste après, je suis encore là demain.
soit plus tard à travers les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas à me poser des questions, soit jamais parce que soit c'était limpide, soit c'était chiant et du coup il n'y a pas de questions. Voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Donc, oui, s'il y a des questions. En fait, je vois pas la différence. Je vois pas la différence entre le trading et le fait de travailler en baby step. C'est quoi la différence? Alors, en fait, oui, alors la question c'est quelle est la différence entre le tiding et le fait de travailler en baby steps? Alors, le baby steps, c'est vraiment central dans le tiding. En fait, on ne peut pas considérer une action sur la structure comme du tiding si ça ne s'accompagne pas d'un baby steps et si ce n'est pas immédiatement réversible. Mais ce qui s'est passé avec le bouquin Tidy First, c'est vraiment une façon de le formaliser et surtout de le faire monter plus high level, déjà avec le niveau tactique et aussi le niveau stratégique justement pour convaincre les managers, les décideurs et tout ça à vraiment entreprendre cet effort. Enfin, voilà, c'est mon point de vue là-dessus. Une autre question ? Pour appliquer le typing, en fait, il faut quand même une bonne couverture du code. Parfois, c'est des vieux codes où personne n'a vraiment fait de test, ça marche, mais on peut changer. Okay. Donc globalement, la question c'est est-ce qu'on a besoin d'une bonne couverture de code pour pouvoir appliquer le tiding? Alors c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Sur le live coding que je vous ai montré, ça a permis de travailler en toute sécurité. Par contre, dans les cas où on ne l'a pas, la couverture de code, il y a tout un tas de patterns de tiding qui peuvent être faits relativement en confiance quand on les maîtrise. La question qui va se poser réellement, c'est ok, si je fais un tiding, ça marche, quelques-uns, ça peut encore aller. Qu'est-ce qui se passe si j'ai fait des dizaines de tiding? À quel moment je suis sûr que je n'ai pas provoqué une régression? Et puis, des fois, avant, si le code n'est pas testé, pour le rendre testable, on a quand même besoin de faire quelques tidings.